Je vais, je vais pas faire tout un cours sur la résilience et les méthodes que l'on peut mettre en œuvre pour favoriser sa capacité de résilience, mais je vais quand même en parler parce qu'il y a des éléments fondamentaux. Euh, le premier élément fondamental pour favoriser sa capacité de résilience, c'est de savoir s'écouter. Savoir s'écouter et donc un moment d'aller à l'encontre de la phrase que je citais au début, à savoir faire passer sa boîte avant soi. Là, c'est l'inverse, c'est s'écouter soi en tant qu'individu et respecter cela. Parce que une fois qu'on prend le train de l'entrepreneuriat, on se dit, bon, ben maintenant ça avance, j'y vais, quoi, et puis c'est trop tard. Et puis non, là, il est fondamental de s'écouter, d'entendre ce que son corps est en train de vous dire. Et le corps, il s'exprime par symptômes. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit que ce que l'on tait, le corps l'exprime en symptômes. Écouter ces symptômes, évidemment, la nutrition, l'activité, la forme, tout ça, c'est super important. Donc, savoir s'écouter, première étape. Deuxième étape clé qui est extrêmement simple, enfin non, qui est accessible à tous plutôt, c'est ça que je veux dire. Apprécier ce qu'on a. Euh, on peut regarder ce qui ne va pas, mais une vraie clé de la résilience, c'est de savoir apprécier ce qu'on a. Et le troisième élément sur lequel je voulais vraiment faire un focus, ce sera le dernier, et je vous inviterai à découvrir ce qu'on a, un guide, des techniques sur le sujet. Le troisième élément, c'est de prendre du temps sur les aspects positifs de sa vie. On est confronté à une situation sans précédent. On a envie, dans l'urgence, de consacrer 100% de son temps sur ce qui ne va pas pour résoudre les problèmes, pour être résilient dans la durée, et on sait que ça peut durer. Il est fondamental de prendre du temps sur les aspects positifs de sa vie. Préservez-vous en consacrant du temps à ce qui vous fait plaisir, la famille, le sport, les expériences positives du passé, les aspects positifs de la vie. C'est vraiment clé pour favoriser ses compétences personnelles de résilience. Voilà, c'est les trois points clés. C'est rapide, j'en conviens, et je vous invite, si vous le souhaitez, à aller un peu plus loin avec un guide on mettra le lien, je crois, Philippe, Oui, dans les... merci Camille. Vous allez recevoir un lien sur un guide qui est rédigé par Cali Social, qui s'appelle le guide de la résilience, qui est très bien fait. Il y a également une question, je propose qu'on la garde pour la fin, je me la suis notée, une question sur la peur du dirigeant et le fait de cacher cette peur-là pour être exemplaire. Je propose qu'on la garde pour la suite, lors de la session de questions-réponses, Camille, et ça sera intéressant d'avoir ton avis. Tout à fait. Charles, le diagnostic de la situation doit être fait rapidement. Est-ce que tu peux nous en indiquer les raisons? Tu es muet, Charles. On va te donner le micro. Tu as le micro, Charles. Bah, écoute, merci Philippe. Pour commencer, je suis ravi de partager ce moment avec vous. Je pense que dans un premier temps, il faut resituer l'environnement dans lequel on est. On est dans un environnement saturé par l'urgence. De plus, régulièrement, dans ces situations, nous rencontrons des dirigeants d'entreprise qui sont dans de telles situations déjà depuis quelques mois. Donc je pense qu'il y a déjà deux premiers intérêts au diagnostic dont on parle peu. Un, rassurer le chef d'entreprise. Deux, l'aider à prendre le recul indispensable pour à nouveau être en capacité de se projeter à court terme, moyen et long terme. En effet, je pense qu'il faut bien raisonner sur ces trois dimensions parallèlement. C'est un peu la difficulté de l'exercice, c'est-à-dire qu'on est dans l'urgence, il faut prendre des décisions dans l'urgence et en même temps, il faut être en capacité de garder une certaine visibilité sur le moyen terme de façon à assurer la pérennité de l'entreprise. C'est pourquoi je pense que le diagnostic doit être réalisé dans une période courte. Nous nous donnons 10 jours pour cela. Et cette période est déterminante pour le bon déroulement de la mission à venir. Il s'agit au plus vite d'avoir une vision à 360 degrés de la situation de l'entreprise. Alors, comment est-ce qu'on fait? Je vais vous faire une remarque plus personnelle. Moi, je pense que ça passe par un travail, dans un premier temps, qui doit coller au terrain. Il faut comprendre comment on en est arrivé à une telle situation. Se rapprocher des managers, du middle management. Interviewer les équipes, rencontrer les équipes, de façon à se faire une idée réaliste de la situation. Et je pense que cette idée-là, réaliste, elle ne passera pas forcément par la direction générale dans un premier temps.
Ensuite, qu'est-ce que l'on fait de tout cela? Ça permet d'abord d'évaluer l'ampleur de la situation, de comprendre le climat social, c'est un élément clé, d'analyser la situation économique et financière de l'entreprise, de valider les propositions de valeur et de s'interroger sur son modèle économique. Enfin, de définir les priorités, les mesures d'urgence, pour finalement proposer une feuille de route qui nous accompagnera tout au long de cette mission. Bon, alors les outils. Je vais passer assez rapidement sur les outils, vous les connaissez, ils sont classiques. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. L'éternel tableau de trésorerie à 6 semaines, indispensable. Vous savez comment ça se passe, hein, on commence par faire la trésorerie tous les mois. La situation se complique, c'est toutes les semaines, et puis on finit par la faire tous les jours quand on est vraiment dans une situation d'urgence. La mise en place d'indicateurs de suivi à la fois de trésorerie et de BFR, bien évidemment. Le BFR, on en reviendra, mais sur le guide, on vous a présenté un petit tableau qui résume un peu les bénéfices qu'on peut retirer d'un BFR. Ça peut être un outil très puissant et très pertinent. Identification du point mort, bien sûr. Le SWOT, alors le bon vieux SWOT, outil qui peut sembler désuet, mais qui, je pense, dans de telles circonstances, garde toute sa puissance. Et en pratiquement une demi-page, vous pouvez avoir une vision de votre société, ses menaces, ses points faibles, ses points forts et ses points forts sur lesquels vous pourrez baser la reconstruction ou la relance de votre activité. Alors, il y a une phase 2 à ce diagnostic. C'est une phase qui se déroule souvent en moins de 2 mois, qui peut aller bien au-delà, où là, on consolide le plan de trésorerie et on commence à travailler sur un plan à 12-18 mois. On travaille le plan de productivité, on valide les restructurations envisagées et enfin, on définit et on valide l'impact des différents scénarios qu'on a envisagés dans le cadre d'un retournement et d'une relance. On va rapidement résumer ce que peut être un diagnostic. Merci Charles. Maître Giesbeck, bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter les activités du cabinet Racine et vos spécialités? Le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de l'invitation de 400 Partners à laquelle j'ai répondu très, très volontiers. Et merci pour cet échange que vous nous proposez ce soir. En tant qu'associé du cabinet Racine, qui est un cabinet, une grosse PME, 230 avocats, 60 associés, mais c'est un cabinet entièrement dédié à l'entreprise. Par conséquent, parler avec les entrepreneurs, échanger avec eux sur un sujet aussi grave que celui du retournement, c'est évidemment une opportunité que je saisis avec enthousiasme. Qui sommes-nous? Alors, qui sommes-nous? Nous sommes 3 associés qui gérons cette équipe dédiée au restructuring. Donc, on a un cabinet dédié à l'entreprise, nous sommes dédiés au restructuring au sens large. Et nous avons une vingtaine de personnes qui nous accompagnent tout au long de l'année sur ce sujet particulier de l'accompagnement des entreprises. En cas de besoin, et ce besoin se révèle quasiment dans chaque entreprise, dans chaque dossier, nous nous appuyons sur une équipe de droit social interne au cabinet qui compte également quelques spécialistes dans ce domaine particulier du droit social des procédures qui comporte un certain nombre de particularités. Le rôle que nous concevons pour le cabinet et pour les associés et les collaborateurs, c'est l'accompagnement. L'accompagnement dynamique d'un chef d'entreprise à 3 étapes possibles. La prévention, ce dont on va plutôt parler ce soir, et la prévention, c'est donc l'aide au diagnostic, dont parlait Charles tout à l'heure, c'est la définition d'une stratégie, c'est le choix de l'administrateur judiciaire, si on le fait intégrer l'équipe, c'est la mise en place des procédures, s'il y a lieu, procédures de mandat ad hoc ou de conciliation, c'est la saisine du juge, c'est la négociation ensuite sous l'égide du professionnel dont tout à l'heure Christian va nous parler, et puis c'est la conclusion et la rédaction de l'accord, et enfin la nouvelle saisine du juge pour faire homologuer cet accord. C'est donc une démarche complète et non pas simplement un passage dans la vie du chef d'entreprise. On va vraiment passer entre 4 et 6 mois ensemble au quotidien, ou en tout cas de manière très récurrente. La deuxième partie de l'intervention, c'est la restructuration. Alors, la restructuration au sens large, hors procédure collective, avec ou sans mise en place d'une procédure de prévention, procédure de carve-out par exemple, qu'il faut accompagner parce que c'est toujours un moment difficile. Si le carve-out réussit, tout le monde s'en réjouira, mais si la partie qu'on a détourée quelques semaines ou quelques mois plus tard ne réussit pas sa prise d'indépendance, on va se retrouver dans des procédures très complexes et on va s'interroger sur les conditions dans lesquelles le carve-out a été fait. Donc là encore, un accompagnement dynamique
nécessaire. Un plan social suppose évidemment un investissement très important, tant sur le plan technique que sur le plan humain. Puis, dernier volet de nos interventions, ce sont évidemment les procédures collectives, depuis la préparation de la déclaration de cessation des paiements jusqu'à la présentation d'un plan de continuation ou l'aménagement d'un plan de cession dans les meilleures conditions possibles. Pour finir, puisque là je n'ai parlé que de moi et nous ne sommes pas là pour ça, mais néanmoins je parle aussi de ce qu'est la problématique du retournement, la typologie de clients du cabinet. Bien que nous soyons une grosse PME, nous ne nous interdisons pas, bien au contraire, de travailler pour des PME. C'est même, pour moi, mon cœur de cible et pour une raison que je vais dire tout à l'heure. Ces clients sont soit des entreprises en difficulté, soit des partenaires d'entreprises en difficulté, parce que la problématique de l'entreprise en difficulté, c'est d'être en lien avec d'autres entreprises qui sont éventuellement en bonne santé, mais qu'elles peuvent contaminer. Ce n'est pas le Covid-19, mais ça reste une contamination qu'il faut savoir éviter, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Il faut préserver son débiteur pour que ce débiteur puisse vous payer, et il faut préserver ses créanciers pour qu'ils continuent d'exister demain et être des partenaires. Donc, nous travaillons pour des entreprises qui vont de la PME au groupe, et en ce compris, évidemment, les fonds d'investissement qui ont des problématiques de restructuration de leur participation. Donc, je dirais que le credo d'un avocat en restructuring, c'est d'arriver à créer un lien, parce que dans cette activité, nous pouvons avoir des liens humains de très très longue date. En revanche, évidemment, et vous le savez, vous avez cette expérience, comme nous n'allons travailler ensemble que sur une durée assez courte, il faut que le lien de confiance s'établisse absolument tout de suite, parce que les décisions qui vont devoir être prises vont reposer sur un consensus entre le chef d'entreprise et son équipe. Et la capacité à fédérer une équipe dès le début des difficultés va générer plus de succès qu'une capacité relative ou un évidemment échec. Donc voilà, je suis un avocat de restructuration et j'aime travailler avec des êtres humains plus qu'avec des systèmes, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis dans ce métier plutôt que dans un métier plus structuré comme le M&A, parce qu'on travaille avec des gens et que ces gens ont des émotions et qu'on travaille avec ces émotions aussi. Quels sont les conseils que vous donneriez aux dirigeants qui voient venir les difficultés financières de son entreprise? Alors, je vais évidemment, c'est un truisme pour vous, anticiper. Anticiper. Cela dit, anticiper, ça n'est pas la réalité du quotidien. Très souvent, la rencontre avec un chef d'entreprise dans la boîte à des difficultés, c'est parce qu'il a reçu une assignation, il a reçu un commandement de payer, il a reçu un avis à tiers détenteur, il a reçu une saisie. Et au fond, il va être révélé aux difficultés quand on rencontre son entreprise parce qu'il va être confronté à un traumatisme auquel il n'est pas habitué. Il va l'obliger à aller voir un avocat. Et si c'est un avocat spécialisé, au lieu de dire comment on va faire pour contourner l'obstacle, la première question que moi je vais poser, enfin que nous poserions en tant qu'avocat de cette partie, c'est pourquoi n'avez-vous pas été en mesure de payer votre loyer, qui est pourtant déterminant dans votre activité? Donc, comment avez-vous pu, comment avez-vous été contraint de ne pas traiter un sujet aussi capital? Même chose pour une saisie, même chose pour un avis à tiers détenteur. Si on ne paie pas sa TVA, c'est qu'on a un problème de fond. Et il est plus intéressant de savoir quel est ce problème de fond que de savoir comment on va le traiter juste le temps de l'audience ou le temps de la procédure pour essayer d'échapper à cet obstacle, alors que l'obstacle, il est révélateur d'une situation de fond sur laquelle on peut travailler. Donc, à défaut d'anticiper, en tout cas au moment où le traumatisme se crée, il faut opérer immédiatement et procéder selon les méthodes rappelées par Charles tout à l'heure. En revanche, quand on a la chance, parce que je peux vous dire que c'est évidemment une expérience tout à fait différente, d'être contacté par un chef d'entreprise qui a des outils de prévision et qui sait qu'en effet, il va rencontrer des difficultés. En général, ce chef d'entreprise-là est entouré déjà d'une équipe. Et donc, l'arrivée du conseil va être l'entrée dans une équipe, et le travail qui va être effectué va être un travail d'affinage en quelque sorte des process auxquels le patron et son équipe ont déjà pensé. On va recaler peut-être certaines choses, modifier un peu la dynamique en termes de chronologie,
changer les acteurs ou choisir des acteurs complémentaires pour compléter l'équipe si elle ne paraît pas complète, suffisante, suffisamment aguerrie peut-être sur certains sujets. Mais c'est deux mondes absolument différents. Et on en parlera tout à l'heure sur qu'est-ce qu'il faut, quelle est la caractéristique du chef d'entreprise qui rencontre des difficultés. Mais évidemment, le cœur de la solution, c'est l'organisation et l'anticipation. Merci. Oui, en effet, on avait une question sur l'état psychique. Je propose qu'on la garde pour la série de questions-réponses. Je me tourne maintenant vers Maître Caviglioli. Vous êtes administrateur judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre étude et surtout, quelle est la situation actuelle vue d'un administrateur judiciaire? Alors, est-ce que je suis à l'écran? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. C'est ça la situation actuelle. Est-ce que j'arrive à communiquer? Est-ce que j'arrive à communiquer avec vous? Bonjour, très bien. C'est parfait. Bonjour à tous et je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde car je retrouve dans les interventions qui m'ont précédé effectivement toute la problématique que je côtoie au quotidien avec les chefs d'entreprise. Et je pense que je vais beaucoup paraphraser Antoine Lisbecq dans pas mal des interventions, mais bon, j'en prends le risque. Alors, en ce qui concerne CBF, donc j'ai fondé en tant qu'administrateur judiciaire CBF en 2006 avec 2 associés. Nous avons grossi et actuellement, nous avons 5 associés, 5 administrateurs judiciaires associés, une trentaine de collaborateurs et nous sommes implantés sur Paris, Bordeaux, Toulouse, Bayonne et La Réunion. Et Nouméa. Voilà, et Nouméa. Celle-là, ce n'est pas la porte à côté, mais voyez. L'activité, en ce qui me concerne, je me suis très vite spécialisé dans la prévention parce que je suis issu du monde de l'entreprise. Je suis arrivé tardivement dans ce métier administrateur judiciaire. Je suis issu du monde de l'entreprise et donc je fais de la prévention depuis le début et ça représente plus de la moitié de mon activité. Quelle est la situation actuellement? Ce que l'on constate, c'est finalement, je crois que ça a été dit par l'intervenant, peu de dossiers qui sortent, un calme au niveau des tribunaux. La crise n'est pas encore là, enfin, elle est là du moins, mais les entreprises ont les moyens d'y répondre puisqu'il y a beaucoup de PGE ont été mis en place. Parfois des entreprises qui n'en avaient pas besoin, je vous le dis franchement, c'est mon analyse, mais il fallait bien remplir les quotas, donc on a servi d'abord les riches, et puis en tant qu'administrateur judiciaire et avec mon ami Antoine, on se bat nous pour les pauvres. Ce qu'on avait en mandat ad hoc était beaucoup plus difficile à financer et on a fini par en obtenir certains, mais pas tous. Donc il y a cela, il y a aussi le fait qu'il y a eu la prise en charge du chômage partiel qui a aussi donné de la souplesse aux entreprises. Et puis très franchement, je constate qu'il y a des directives qui ont été données pour que les assignations ne partent pas, notamment de l'URSSAF. Donc les entreprises pour le moment, elles souffrent certes, mais elles ont en trésorerie les moyens de faire face. Ça va être beaucoup plus compliqué dans quelques mois, quand cette manne se sera asséchée. Et la véritable inquiétude, c'est que va-t-il se passer quand l'année de franchise sera arrivée? Et que va-t-il se passer, même si on passe l'année de franchise, quand on va amortir ces PGE? Que va-t-il se passer quand on va devoir faire des investissements et qu'on constatera qu'on ne répondra plus aux critères prévus par les banques en ce qui concerne les fonds propres ou en ce qui concerne la capacité de rembourser les emprunts. Donc la crise est vraiment devant nous. Alors, vous le savez, l'aéronautique dont je suis assez proche va sans doute payer un lourd tribut à travers les sous-traitants. Les réactions sont assez violentes et le marché sera long à repartir. Donc on va connaître une crise, j'en ai connu plusieurs dans l'aéronautique, mais celle-là va être plus profonde, plus longue. Et on manque de visibilité et les horizons que me proposent les entreprises dont je m'occupe, que j'accompagne, sont souvent des retours à l'équilibre en 2022, voire 2023. Donc il va y avoir des moments difficiles à gérer. Je pense que le gouvernement ne nous a pas fait part de tous les outils qu'il allait mettre en place. Si je regarde un peu ce qui se passe ailleurs à travers différents dossiers, je vois que l'Italie, par exemple, a mis en place une procédure
de franchise de 2 ans et non d'1 an. Et il ne m'étonnerait pas que le gouvernement, à la rentrée, ou du moins l'année prochaine, revoie effectivement ce problème de franchise d'1 an, car ça sera vraisemblablement trop court au regard de ce que l'on peut constater sur le terrain actuellement. Il semble y avoir un consensus pour inciter les entreprises à utiliser les procédures préventives. Oui. Quel est votre retour d'expérience? Et je précise ma question, est-ce que les entreprises qui anticipent et qui utilisent donc ces procédures confidentielles, est-ce qu'elles ont de meilleures chances de survie à court et moyen terme? Alors, l'anticipation, c'est le vaste sujet. Est-ce qu'on anticipe suffisamment? Je crois que je parle sous le contrôle d'Antoine Isbeck, mais ce que nous constatons globalement, c'est que l'anticipation est souvent tardive et que les entreprises arrivent beaucoup trop tardivement devant nous pour que l'on puisse avoir le temps nécessaire à gérer la difficulté. Mais oui, si l'on regarde les entreprises qui viennent à temps, le premier point important, et les intervenants précédents l'ont souligné, le chef d'entreprise est seul face à la difficulté, face à une difficulté qu'il n'a pas l'habitude de rencontrer. Deuxièmement, il faut avoir une stratégie. Et la première phase de ma rencontre avec le chef d'entreprise et ses conseils, c'est de définir une stratégie. Où voulez-vous aller? Quel but voulez-vous atteindre? Et là, oui, si on se met d'accord sur la stratégie, si on convient ensemble que la stratégie est atteignable, tout à fait possible, avec le mandat ad hoc et la prévention, de sortir favorablement de situations de crise. Alors, je vais vous donner une statistique qui, malheureusement, avec le Covid, va être mise à mal. Nous avons au niveau national un taux de réussite de ces procédures d'environ 70%. C'est-à-dire que 70% des entreprises qui sont passées en prévention ne vont pas plus loin, ne vont pas vers le redressement judiciaire. Mais je voudrais surtout complètement démystifier ces procédures-là, que ce soit le mandat ad hoc, la conciliation, la sauvegarde, le redressement judiciaire, ce sont des outils. Ce qui est important, c'est de bien analyser la situation, et cela, je vous rejoins dans les précédentes interventions, c'est un travail d'équipe. On ne peut pas le faire seul. Il faut qu'on ait autour de l'entreprise tous ces conseils pour aider le chef d'entreprise à déterminer le timing et les buts à atteindre. Et si on arrive à bien gérer le temps et à bien gérer, par exemple, la saisonnalité de l'entreprise, on peut très bien utiliser, à partir d'un mandat ad hoc, un redressement judiciaire pour finaliser une restructuration financière et permettre à l'entreprise de sortir du redressement judiciaire dans des conditions tout à fait favorables. Donc, pour répondre de manière plus synthétique à votre question, oui, les procédures de prévention utilisées à temps sont un véritable outil de restructuration et de résolution des difficultés d'entreprise. Merci. Et nous avons une autre question qui s'adresse à vous deux, à vous-même et à Maître Diesbeck, c'est comment vous abordez la gestion de l'entreprise avec le dirigeant durant une procédure collective? Alors, durant une procédure collective, il y a d'ailleurs plusieurs procédures collectives. Tout à fait. Voilà. La sauvegarde, vous le savez, est une procédure qui résulte d'un acte volontaire du dirigeant qui se met sous la protection du tribunal. Donc, il n'est pas en état de cessation de paiement. Dans ce cadre-là, alors, les pratiques de la profession sont assez variées, mais je vais vous parler de la pratique de notre cabinet. En général, en sauvegarde, on laisse le dirigeant conserver la signature sur ses comptes et on contrôle avec lui le déroulement de la période d'observation, notamment au niveau des flux sortants. En redressement judiciaire, suivant la mission qui nous est confiée, ce contrôle va s'exercer de manière plus ou moins pressante. Il peut y avoir une co-gestion, donc une co-signature de certains moyens de paiement, mais dont le but est toujours le même. C'est surtout pas de ralentir l'entreprise, puisque nous mettons en place les moyens modernes par virement, par télétransmission, etc., mais simplement de contrôler que l'entreprise, d'une part, n'est pas sous la pression de ses fournisseurs qui essaient de se faire payer un passif antérieur, et il est plus facile à l'administrateur judiciaire d'aller tirer les oreilles à un fournisseur qu'au chef d'entreprise qui leur doit des argent, et par ailleurs, de faire en sorte que le chef d'entreprise respecte les flux entrants et sortants pour ne pas se mettre en difficulté
sur la trésorerie. Mais cela, ce n'est pas tellement notre relation avec l'entreprise, c'est plutôt l'entreprise, le chef d'entreprise et ses conseils. Comment allons-nous travailler dans cette période qui est critique et qui souvent, malheureusement, puisque Antoine Diesbecq parlait des PME, nous avons la même expérience, souvent nous arrivons dans des entreprises qui, n'ayant pas payé l'expert comptable, ne sont plus capables de nous donner des comptes récents pour qu'on puisse vérifier dans quelle était l'entreprise. Donc on a besoin de vous, par contre, j'entendais parler d'ailleurs de prévisions de trésorerie 6 semaines, oui, des prévisions journalières, oui. On a besoin de tous ces outils que les managers de transition nous mettent en place pour pouvoir effectivement, comme on va naviguer à vue, éviter le maximum d'écueils. Merci. Maître Diesbecq, vous vouliez réagir? Sur ce sujet, je crois que Christian a été très, très complet. On peut peut-être quand même dire un mot du rôle du chef d'entreprise dans les procédures de prévention. C'est remonter en amont des procédures collectives. Il a un rôle plus complet parce qu'il n'y a aucun dessaisissement. La présence du tribunal est extrêmement légère et simplement, elle est comme une espèce de présence immanente qu'on fait venir au cours des négociations pour donner aux dirigeants une espèce de crédibilité qui va s'asseoir, complémentaire, parce qu'il faut bien comprendre que quand on est en conciliation au mandat ad hoc, le premier rendez-vous, c'est un passage au crible de tous les péchés de la terre. Et pour le dirigeant, ce premier rendez-vous est une épreuve comme une douche froide, même un peu plus. On sort de là traumatisé. Mais la construction se fait à partir de ce traumatisme pour, sur la base d'une documentation financière, d'une documentation économique reconstruite, recréer un lien de confiance sous l'égide de l'administrateur judiciaire qui est en quelque sorte le garant de la qualité de l'information, qui ne se contentera donc pas, disons, d'une situation Excel établie par un expert comptable non inscrit sur les listes de l'ordre. Un expert en comptabilité. Voilà, un expert en comptabilité comme il en existe, des gens extrêmement compétents en créativité. Et par conséquent, grâce à cette confiance restaurée dans le cadre d'un mandat ad hoc et d'une conciliation, le chef d'entreprise va retrouver une marge de manœuvre qu'il n'avait plus depuis parfois très longtemps. Et il va retrouver une crédibilité. Alors certes, il se fera encore un peu secouer à l'occasion parce qu'un banquier dira qu'il s'était engagé à ceci, il s'était engagé à cela, mais globalement, il va reconstruire sa crédibilité personnelle, son image, et pouvoir bâtir avec ses créanciers principaux un accord autour d'un business plan partagé, autour de prévisions partagées. Et on va parler tout à l'heure, je pense, de la situation actuelle, qui est que partager un business plan, c'est évidemment un acte de foi, c'était toujours un acte de foi, il y avait des sensibilités qui nous permettaient de dire oui, il y a les plus, il y a les moins, mais aujourd'hui, autour de cette table, je pense que tous, on serait un peu anxieux de jouer même un ongle sur ce que sera la reprise au mois de janvier 2021. Or, il est évident qu'on a besoin de ça, on a besoin de prévision, on a besoin de croire en l'avenir. Pour faire croire à cet avenir, pour partager cette croyance, cette foi avec les créanciers et déboucher sur un accord qui tient la route. Donc, aujourd'hui, on a cette opportunité que les délais sont allongés. Et pendant cette durée, je crois qu'il ne faut pas précipiter les choses, il ne faut pas chercher à vouloir bâtir des accords sur des perspectives qui ne sont pas suffisamment connues. On voit bien que plus 12, moins 12, enfin, on se balade dans des prévisions macroéconomiques qui sont extrêmement peu fiables pour le moment. Donc, retardons au maximum, je mets des guillemets à maximum, le moment de prendre la décision pour essayer de conclure les bases d'un accord à un instant, ce sera peut-être le mois d'août, peut-être le mois d'octobre, où on pourra commencer à bâtir un avenir sur non plus la microéconomie en commun, mais de la macroéconomie partagée, pour espérer que ça tienne. Puis après, si ça ne tient pas, même ma foi, on retournera en procédure collective. C'est également un outil efficace, et ce sera un outil d'autant plus efficace qu'on l'aura anticipé, qu'on se servira de cet outil pour faire du solide et du durable. Et puis le rôle de l'État, et puis enfin, beaucoup d'inconnus, pardon, d'être un peu fouillis sur la fin, mais là, c'est la question la plus difficile, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain? Je ne sais pas encore. Si vous me permettez de compléter effectivement les propos d'Antoine, car sa remarque me fait penser au fait que je n'ai pas développé quel était le rôle du mandataire ad hoc dans la négociation. En fait, quelle est la valeur ajoutée que nous pouvons apporter? En fait, la valeur ajoutée est essentiellement liée au mandat de justice qui nous est confié. C'est-à-dire que nous sommes un tiers
de confiance pour les banquiers, pour les fournisseurs, par rapport à un chef d'entreprise qui souvent a attendu un peu trop et a épuisé son crédit auprès de son environnement. Et nous apportons d'une part ce tiers de confiance qui n'est pas le conseil. Donc c'est bien, vous avez là le conseil, en la présence d'Antoine Diesbecq, un des conseils de l'entreprise. Par rapport à certains d'entre vous aussi, vous pouvez être le conseil. Le mandataire ad hoc est là pour apporter entre les parties son impartialité pour trouver, et son savoir-faire pour trouver les solutions. Car il faut bien voir que la gestion de crise n'est pas la gestion courante. Et nous avons effectivement une approche de ces situations de crise qui peut parfois dérouter le chef d'entreprise, bien entendu, on l'explique, mais on peut arriver, en connaissant les ressorts de nos interlocuteurs habituels, comme les affaires spéciales dans les banques, effectivement à dénouer des situations et à aller vers des solutions qui ne paraissaient pas possibles au début de la mission. Donc on a un vrai rôle, effectivement, qui n'est pas du tout, je remercie Antoine de l'avoir rappelé, qui n'est pas du tout dans la gestion courante de l'entreprise, quand nous sommes dans les mesures de prévention. Nous sommes bien en dehors de la gestion courante. Par contre, nous sommes là pour la stratégie, pour la restructuration, et nous sommes là pour négocier avec l'environnement les conditions de la sortie de cette crise. Merci. Merci à vous. Un mot peut-être sur les difficultés d'entreprise qui conduisent souvent à des réductions d'effectifs. Souvent c'est la décision la plus lourde pour le dirigeant. Donc, elle doit intervenir dès que les prévisions d'activité ne permettent plus à l'entreprise d'assurer l'équilibre financier avec la masse salariale existante. Le législateur a défini un certain nombre de règles selon à la fois la taille de l'entreprise et de l'effectif concerné. Je vais pas m'attarder trop sur les licenciements de moins de 10 personnes, non pas qu'ils ne soient pas importants, c'est souvent pour les petites entreprises un drame parce que le dirigeant connaît très très bien les salariés, mais le coût et l'investissement, le temps que ça représente est finalement peu problématique, vous excuserez ce terme, par rapport au PSE. Nous voudrions juste attirer l'attention des dirigeants et des managers que vous êtes dans le guide sur les outils à votre disposition. Donc, je parlerai que des licenciements collectifs de 10 salariés et plus dans une entreprise de plus de 50 personnes où il y a obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Et de notre point de vue, quand on a travaillé avec le groupe, c'est l'outil le plus adapté. Pourquoi ? Parce que d'abord, les délais d'aboutissement de la procédure qui sont liés à l'information et la consultation sont définis. Certes, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir une résistance syndicale, il peut y avoir un référé, mais globalement, c'est assez défini. Ensuite, ça permet de réorganiser les effectifs de façon certaine pour atteindre la structure cible qui est celle du dirigeant. Tous les autres outils, qui sont les plans de départ volontaires, les nouveaux outils, qui sont ceux des accords de rupture conventionnelle collective, sont moins adaptés. Pourquoi ? Parce qu'il y a une imprévision dans leur utilisation. Il n'est pas du tout certain pour l'entreprise d'atteindre la structure cible au moyen du seul volontariat. Et dans les échanges qu'on a eus avec Camille, je vais lui laisser la parole, on a une position récente de la directe que je vais laisser te développer, Camille, qui est importante de souligner et qui rejoint le sujet sur la santé et la prévention des risques psychosociaux dans l'entreprise. Oui, c'est vrai que on a. Alors, je parlais de la santé du dirigeant tout à l'heure, et c'est la santé qui est prioritaire. Et comme tu le disais, Philippe, les salariés sont affectés et leur santé est également affectée. Cela fait déjà plusieurs années qu'on reconnaît le lien direct entre restructuration et augmentation des risques psychosociaux sur la santé des collaborateurs, qui fait référence au code du travail et la responsabilité de l'employeur en matière de préservation de la santé de ses collaborateurs. Jusqu'au 12 juin 2020, c'était au juge de déterminer si l'employeur avait pris les mesures suffisantes en matière de protection de la santé des collaborateurs. Et là, le tribunal des conflits a statué que la directe avait la compétence
la compétence pour évaluer les mesures prises en matière de prévention des risques psychosociaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et très concrètement, parce que j'ai pu le constater récemment, c'est que des dossiers de demande d'homologation de PSE à la directe se sont vus refusés directement sur motif d'insuffisance en matière de prévention des risques psychosociaux. Ça, c'est nouveau parce que vous ne pouvez pas le faire avant. Et depuis alors, ça a été publié dans les liaisons sociales le 18 juin, c'est le 12 juin que ça a été acté. Donc, depuis le 12 juin, les directs sont seuls juges, finalement, de la suffisance des mesures de prévention des risques psychosociaux. C'est la raison pour laquelle c'est vrai que c'est un élément nouveau et il est important d'en tenir compte quand on constitue et qu'on construit, que l'on construit un plan de prévention, quand on construit une restructuration. Merci Camille. Nous avons traité la prévention des difficultés, nous avons traité la protection de l'entreprise dans le cadre des procédures collectives. Charles, en tant que manager de transition, quelles sont les pistes que tu peux nous donner pour assurer la pérennité de l'entreprise, et on te laissera la parole pour la conclusion. Il est déjà 19h, on a un peu débordé. Est-ce que tu peux nous dire, toi, en tant que manager de transition, quelles sont les pistes que tu peux donner pour assurer la pérennité et la continuité de l'activité de l'entreprise? Les pistes, bon, on en a déjà vu plusieurs, je vais très rapidement, la trésorerie, bien évidemment. La baisse des charges. Alors là, je vais insister un peu plus, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une stratégie de cost killer qui pourrait venir gêner la relance future de l'entreprise. Bien évidemment, c'est un poste clé, la baisse des charges, mais à vouloir aller trop loin, on risquerait de mettre en danger la relance de l'entreprise. Donc là, il faut être assez vigilant. J'insiste un petit peu sur ce point. On a parlé du PFR, on a parlé du SWOT. On a, j'espère, permis de mieux appréhender l'environnement juridique français sur lesquels les chefs d'entreprise peuvent s'appuyer, qui peuvent être un véritable soutien aux chefs d'entreprise. Je pense que c'est un élément clé. La législation française est sans doute une des bonnes législations européennes de ce point de vue-là, à tel point que les Allemands sont en train de s'inspirer de notre législation au niveau national. Et enfin, on a peu parlé de la communication, mais je pense qu'il faut insister un petit peu sur ce point de la communication. Un chef d'entreprise connaissant ses difficultés a une tendance naturelle à se replier sur lui-même. Il y a une espèce de honte à se retrouver dans une telle situation. Alors qu'au contraire, il faut qu'il communique. Il communique avec ses équipes, c'est primordial. Il communique aussi avec son environnement extérieur, avec ses banquiers, avec ses fournisseurs. Et en fonction de la taille de l'entreprise, ne pas hésiter aussi à communiquer au niveau de la presse. Il faut être prêt à communiquer avec la presse. Il faut se préparer à répondre à souvent des injonctions de la presse qui peuvent être décalées par rapport à une certaine réalité. Communiquer avec la région, communiquer avec la chambre de commerce. Donc, il y a un énorme travail de communication qu'il faut mettre en place et qu'il faut anticiper. Bon, en résumé, on a dit que l'anticipation était un facteur clé. Je pense que si on devait retenir quelque chose de cette table ronde, c'est sans doute l'anticipation. Mais dans ce cadre, je pense qu'il est indispensable, si on veut avoir une vision à moyen terme, de mener une réflexion approfondie concernant au moins 3 éléments. On va parler du modèle économique, on va parler du rôle du chef. Alors, j'emploie ce terme-là volontairement, je m'en expliquerai. Et on va parler de la résilience. Camille l'a abordé, mais moi, je vais plutôt me positionner par rapport à la résilience de l'entreprise. Je pense que le rôle d'un manager qui arrive dans une situation comme celle-ci, c'est de contribuer à construire une entreprise résiliente. Alors, la réflexion à mener sur, entre autres, le domaine d'activité, sur plutôt le modèle économique de l'entreprise. Il s'agit de faire une analyse détaillée du modèle économique de l'entreprise, de bien comprendre où sont ses marges, où est sa rentabilité. Alors, on parle de marge produit, on parle de rentabilité produit, mais souvent, on néglige un point, c'est la rentabilité d'un client. C'est quelque chose qui est peu étudié, j'ai remarqué souvent sur divers dossiers, on ne connaît pas la rentabilité d'un client. Et l'analyse d'un modèle économique, ça peut aller jusqu'à la remise en cause de ce modèle économique. Donc, c'est toute une analyse de la chaîne de valeur de l'entreprise qui permettra de rebâtir quelque chose de plus pérenne. Donc, c'est mener une réflexion sur les points suivants. C'est l'amélioration de la productivité, l'augmentation de la valeur de l'offre, et c'est aussi d'anticiper la capacité de l'entreprise à pouvoir continuer d'investir. C'est-à-dire qu'on en revient à un dilemme qu'on a exprimé en introduction. Il nous faut à la fois travailler dans l'urgence, prendre des décisions très rapidement, et en même temps, essayer, dès que possible, de préserver une capacité d'investissement pour investir sur des sujets
sur lesquels on s'est pas mal exprimé, la digitalisation, par exemple, la désintermédiation, la disruption. Et c'est enfin travailler sur un plan d'action commerciale. C'est-à-dire avoir une visibilité de ces actions commerciales à 6 mois et à 18 mois, sans tomber dans la facilité de pouvoir dire, par exemple, c'est des cas que l'on connaît, les choses vont s'arranger en embauchant un commercial de plus, ce n'est pas forcément la solution. Aujourd'hui, nous avons des outils en termes de remontée de data, en termes d'analyse et de veille économique qui permettent de faire plus sans forcément renforcer une équipe commerciale. Alors ainsi, et je pense que dans cela, il est plus possible, on comprend bien que pour un chef d'entreprise, compte tenu de ces différents éléments, il n'est plus possible de compter uniquement sur la conjoncture. Ce qui compte pour un chef, et là je vais y revenir, c'est l'énergie qu'il sera capable de transmettre à l'ensemble de ses équipes. C'est le collectif qui pérennisera et assurera la croissance de l'entreprise. Je pense que c'est un des éléments clés. Il s'agit, en résumé, de quoi? De générer le dynamisme, de gérer l'incertitude, de favoriser la flexibilité par la souplesse, la transversalité, le mouvement, la créativité. Et je pense que c'est là les principales missions du chef. Alors quand je parle de chef, c'est pour ça que j'emploie ce terme. Je ne parle pas du chef caricatural, le chef de son service pointilleux. Non, non, je parle du chef qui est capable d'avoir une véritable vision et qui entraînera ses équipes. Du chef qui est capable de fédérer. Et le chef, par rapport au manager, je veux dire, le chef, il conduit à la victoire. Alors, comment est-ce que tout cela s'exprime? Tout cela s'exprime par un va-et-vient permanent entre l'action et la réflexion. L'action, qu'est-ce que c'est? C'est le goût de la décision, c'est le goût des responsabilités, et la réflexion, c'est la prospective. La prospective, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à se projeter dans l'avenir. C'est la créativité. C'est l'adaptabilité. Je pense qu'un des éléments dont on parle peu aussi, c'est la capacité à rester créatif. Camille s'est un peu exprimé sur l'état psychologique du chef d'entreprise dans de telles situations. Cette situation, c'est au détriment de toute créativité, parce qu'on perd cette capacité à être créatif. Alors qu'on est dans une situation où on a besoin de créativité, on a besoin de réfléchir à un nouveau modèle économique. Ça passera par la créativité. Ça peut sembler, dans une situation comme celle-ci, presque ubuesque. Non, la créativité, je pense, pour moi, est un des éléments clés. Et l'adaptabilité, je l'ai dit. Donc, ce qui est difficile, ou ce qui peut poser problème, c'est le passage de l'un à l'autre, le passage de l'action à la réflexion, de la réflexion à l'action, qui doit être constant et qui n'est pas toujours aisé, plus particulièrement quand on est fragilisé, comme peut l'être un chef d'entreprise à ce niveau-là. Donc, en résumé, le dirigeant, quel challenge a-t-il à relever par rapport à cela? Il est en situation de retournement. On va lui demander d'être un explorateur. On va lui demander d'être toujours à la recherche de nouveautés, en veille permanente. Il doit embrasser l'incertain. Il doit montrer le chemin. Il doit entraîner. Il doit mobiliser. Alors, c'est un sacré challenge. Et je rebondis sur ce qu'a pu dire Camille. On a besoin de quelqu'un disposant d'une certaine forme à la fois psychique et physique. Et on en arrive donc à la résilience. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une structure est résiliente par rapport à une autre? Pourquoi certaines structures résistent mieux que d'autres? Bon, il y en a un qui a beaucoup écrit, il est connu, c'est sans doute un de celui qui a le plus parlé de résilience, c'est Boris Cyrulnik, qui disait simplement, et je cite, « La résilience, c'est l'art de naviguer sur les torrents ». Alors, certains facteurs ont été identifiés qui permettent à une structure d'être résiliente. J'en citerai que 3 pour être rapide et concis. Le premier, c'est la confiance. Alors, il y a plusieurs critères qui déterminent la confiance au sein d'une structure. Alors, c'est la confiance à tous les niveaux de l'entreprise diffusée dans l'entreprise. Le premier critère sur lequel j'insisterai, et puis je ne détaillerai pas les autres, c'est la confiance en soi. De cette confiance en soi dépendra le déterminisme qu'on mettra à redresser une structure et la capacité qu'on aura à fédérer autour de soi. Donc, c'est déterminant. Et là encore, ça pose une difficulté quand on a connu ou quand on rencontre des chefs d'entreprise qui parfois sont en procédure de sauvegarde depuis 10-12 mois et qu'il faille intervenir dans l'urgence. Enfin, c'est le sens donné à chacun. Alors, le sens donné à chacun, on en parle beaucoup, un peu dans tous les sens, c'est un peu la tarte à la crème aujourd'hui dans l'entreprise. Moi, je pense que ça peut se résumer rapidement à 2 choses. Pourquoi se battre? Pourquoi se sentir utile? En résumé, pourquoi est-ce que vos équipes ont envie de venir et ont envie de se lever le matin, même si elles doivent être en télétravail, et d'autant plus qu'elles sont en télétravail, je dirais.
Et enfin, le troisième point, c'est la reconnaissance. Chacun a besoin de reconnaissance. La reconnaissance, c'est un moteur clé. Donc, en résumé, pour finir sur ce point-là, et avant d'arriver à la conclusion, je dirais simplement, on a besoin d'engagement, on a besoin d'être dans l'action, et dans l'action pour ne pas subir. Et tout ce qu'on vous a dit finalement depuis le début de cette table ronde, moi je le résumerai une chose, et tous les interlocuteurs que vous avez pu écouter sont là pourquoi? Pour vous aider à garder l'initiative. Car un chef d'entreprise qui se retrouverait en phase de liquidation, en résumé, qu'est-ce qui se passe? Il a perdu l'initiative. Il n'est plus maître chez lui. Tout ce qu'on vous a essayé de vous expliquer entre l'introduction de Camille sur la bonne santé du chef d'entreprise et ce qu'on peut dire Maître Giesbeck et Maître Cavigoli, c'est justement, ils sont là pour vous aider à garder l'initiative, à ne pas subir. Et enfin, pour conclure, j'insisterai sur quelque chose dont on a peu parlé, c'est la gestion du temps. On est dans l'urgence, on l'a dit, mais la gestion du temps est un élément clé. À partir du moment où il faut anticiper. Plus le temps passe, plus l'entreprise risque d'aggraver sa difficulté financière. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus elle aggrave ses difficultés financières, plus elle perd de la valeur. Et plus elle perd de la valeur, plus il est difficile de convaincre certains intervenants extérieurs de monter avec vous sur le projet. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux qu'il faut rompre. Garder son sang-froid, se faire accompagner pour prendre le temps d'analyser la situation est aussi une réponse possible. C'est-à-dire qu'on l'a bien compris, un chef d'entreprise fragilisé tel qu'on a pu le décrire manque de recul. Donc, un accompagnement devient indispensable. C'est-à-dire que plus le dirigeant et ses conseils auront recours en amont à l'ensemble des outils juridiques qu'on a pu vous décrire, plus le panel des solutions et le traitement des difficultés sera large et fixé pour l'entreprise. Donc, la gestion du temps est un élément clé. Et la gestion du temps, finalement, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? C'est-à-dire, c'est garder votre capacité d'anticipation pour permettre de vous projeter dans l'avenir et d'avoir enfin une vision à moyen long terme de votre projet. Donc, je pense qu'il était intéressant d'insister sur ce phénomène de gestion du temps. Merci Charles. Il est déjà 19h11. Nous avons un peu débordé. Je vous propose de passer à la session de questions-réponses. Mais avant, je voudrais adresser les remerciements à ceux qui ont travaillé avec Charles et moi-même à la rédaction de ce guide, dont vous pourrez trouver le lien de téléchargement à la fin de la session de questions-réponses. Donc, je voudrais les citer. Donc, merci à Jean-Jacques Raillard, Yvan Novikov, Olivier Chavanon, Jean-Louis Dussard, Thierry Dupays, Françoise Malabar Manassero et Alexandre de Cugnac pour avoir largement contribué à faire ce que le guide est. Il y a un certain nombre de questions qui sont posées au fur et à mesure que je vais reprendre et il y a des réponses dans le grid. Notamment, sur la médiation du crédit, vous trouverez une page consacrée aux mesures, 2 pages consacrées aux mesures d'aide et d'accompagnement des entreprises dans le guide. On ne prendra pas cette question ce soir parce que c'était un sujet plus orienté sur, vous l'avez compris, la posture et l'importance de la solidité du dirigeant. J'ai vu qu'il y avait des remarques également sur les équipes et sur le management et sur la délégation. On s'est plutôt focalisé sur la position et la posture du dirigeant dans ces périodes difficiles que sur le management en général. Bien sûr que la délégation est un élément de réussite, mais finalement, un dirigeant qui n'est pas bien dans sa tête, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de bien déléguer. Donc, on revient à la question centrale. Et ce que je vous propose, c'est de traiter donc, dans l'ordre les questions-réponses. Donc, on a une question, Camille, pour toi, qui est un entrepreneur ne se doit-il pas de montrer l'exemple en cachant sa peur? Vous qui en voyez beaucoup, est-ce que ces entrepreneurs vous confient-ils leurs angoisses? Ouais, c'est une excellente question parce que je pense que tous les entrepreneurs, tous les dirigeants se posent la question de est-ce que je dois être exemplaire et donc cacher ma crainte pour ne pas être moi-même générateur d'anxiété sur mes collaborateurs. C'est une situation qu'on rencontre. Alors, c'est très sensible parce que la réalité, c'est que notre corps parle pour nous. Hein, c'est que nos mots ne prononcent pas, notre corps le fait et on arrive à comprendre, à ressentir ce que les autres vivent simplement en regardant leur comportement.
C'est encore plus vrai sur ces équipes de management proches ou des gens qui vous connaissent depuis longtemps. Donc, c'est une forme de mensonge et qui est mal vécu généralement par les équipes. Donc, notre conseil, c'est plutôt que de cacher sa peur, c'est d'être en accord avec sa peur, de la reconnaître, de savoir la formaliser, la formuler, pardon, et d'être congruent entre ce qu'on vit et ce qu'on dit. Ça ne veut pas dire exposer ses craintes à tout le monde. Ça veut simplement dire que face à un événement face à une crise telle que celle que l'on vit actuellement, eh bien, avant d'être un entrepreneur, avant d'être un dirigeant, avant d'être quelqu'un qui a une mauvaise nouvelle à annoncer, on est aussi un humain et on vit la même chose que tout le monde. Et il faut être empathique vis-à-vis de ses équipes et de ce qu'il faut vivre, mais il faut aussi réussir, il faut essayer de susciter l'empathie. On parlait, je voyais une question aussi sur fédérer ses équipes, etc. Il y a une manière de fédérer, c'est aussi de montrer qu'on est humain et de montrer qu'on est comme tout le monde et qu'on fait des efforts pour trouver des solutions. Et c'est ça un capitaine de bateau, c'est celui qui dans l'adversité, fera les efforts et donnera envie aux autres de faire les efforts. Et ça, c'est pas en cachant une vérité qu'on y arrive, c'est justement en réussissant à l'exprimer de manière véritable et honnête vis-à-vis des gens qui nous entourent. Il y a une technique, je vous invite à la découvrir, qui s'appelle la CNV, la communication non violente, qui est une technique qui consiste à analyser de manière structurer ce que l'on voit, ce que l'on ressent, ce dont on a besoin et le comportement qui aboutit et qui permet de travailler justement, si on est seul, de travailler sur ces sujets. Il y a une autre technique qui fonctionne très très bien, c'est de solliciter un coach pour être accompagné dans la capacité à maîtriser, à reconnaître ses émotions, être en capacité de les exprimer sans qu'on soit soi-même source d'anxiété pour les autres. Merci Camille. Nous avons une autre question à l'attention de Maître Diesbecq. Quel est en général l'état psychique du chef d'entreprise lorsque vous intervenez auprès d'une entreprise? Il y a une constante qu'on a beaucoup évoquée et qu'on retrouve dans toutes les situations de crise, mais plus encore chez les chefs d'entreprise qui respirent la culpabilité de ne pas arriver à affronter, surmonter, dépasser un problème pour la première fois de sa vie ou la deuxième fois, mais en général, enfin, le plus souvent, c'est la première fois. Et cette première fois, elle va donc générer chez quelqu'un qui a toujours réussi à surmonter les obstacles une anxiété très importante. Donc le critère ou le critère commun, c'est manifestement l'anxiété. Mais alors là, vous avez plusieurs typologies et surtout, ne voyez aucune introspection dans le domaine de la psychologie de ma part, même si il est très important de créer un lien d'empathie avec les personnes. Mais moi, je dirais qu'il y a d'abord l'anxieux dépressif, qui pour lui est une catastrophe, pour son entreprise aussi, parce qu'en fait, cette dépression va le vitrifier dans l'inaction. Et là, il faudra être assez vigoureux pour avoir recours. Alors, en cas de très grave dépression, c'est Apesa ou d'autres dispositifs comme celui-là. Effectivement, Olivier Torres, qui était cité dans les questions, a fait un travail formidable avec l'association à Maroc pour travailler sur cette idée qu'un chef d'entreprise n'est pas une personnalité indestructible, elle peut être dépressive et il faut la soigner. Le deuxième type, qui est, à mon avis, en termes d'efficacité, pas tellement meilleur, c'est l'anxieux suractif. L'anxieux suractif, il va déployer une activité absolument délirante. Il va rencontrer tous les gens de la Terre possibles et imaginables, 40 experts, 40 avocats, 40 conseils, 40 coachs. Il va voir tout le monde. Et à la fin du jour, il sera dans son anxiété, il aura l'impression d'avoir agi, mais il est évident qu'il n'aura strictement rien créé et que sa capacité d'action aura été complètement stérile. Troisième cas d'anxieux, c'est l'anxieux réfléchi. C'est une personnalité extrêmement construite, structurée, qui va bâtir des schémas, parfois extrêmement sophistiqués, mais évidemment un peu extérieurs à ce qu'il est en train de vivre. Et il va à l'intérieur de lui-même trouver des solutions, pas forcément en contact avec la réalité. Et là encore, on va trouver un manque d'efficacité absolument redoutable. Et il y a un travail de fond pour permettre de faire atterrir
les deux catégories que je viens de citer. Puis la troisième, c'est l'actif organisé. Donc ça, c'est évidemment celui qui va être le plus opérationnel, celui qui va pouvoir construire, il va s'asseoir pour réfléchir, il va faire des choix tout de suite, une équipe, au sein de son équipe, quelle personne, à l'extérieur, sur qui on s'appuie, et il va déléguer de la confiance et il va en recevoir. Et cette personnalité anxieuse, très vite, elle va reconstruire, je crois que c'est le phénomène de résilience décrit tout à l'heure, et il va retrouver sa capacité de créativité, sa faculté d'adaptation au service, alors quelqu'un l'a dit aussi, je l'ai noté, au service d'un projet qui va donner du sens à ses actions. La difficulté, et c'est le conseil que je me permets de délivrer, après tout c'est mon métier aussi d'en donner, il faut comprendre que quand on est confronté à des difficultés comme celles qu'on évoque maintenant, les règles qu'on a appliquées parfois toute sa vie, ou pendant très longtemps, voire celles qu'on a apprises, changent. Pas toutes, mais un certain nombre d'entre elles changent. La notion de trésorerie, elle ne se conçoit plus de la même manière parce que si on approche de la cessation des paiements, on est dans un danger insoupçonné. Et il faut prendre des décisions qui sont différentes. On ne peut pas faire les paiements qu'on aurait voulu faire. On n'est plus dans l'opportunité. Donc, l'anxieux réfléchi, il va recevoir très très vite toutes ces informations. Et il va en accepter aussi rapidement la nécessité et le caractère impératif. Et il va donc être l'homme de l'anticipation, même s'il est déjà très en retard sur les décisions à prendre. Et cette capacité à réfléchir, à s'arrêter un instant, à cesser d'agir en se disant « tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai bien fait, j'ai échoué quelque part, je verrai comment et je verrai pourquoi, mais à partir d'aujourd'hui, il faut que je m'appuie sur d'autres règles, ou en tout cas que j'ajoute à mon logiciel d'exploitation 2 ou 3 applications spécifiques qui s'appellent les 1500 pages du Code d'Allos des procédures collectives, et je vais avoir besoin de managers de transition parce qu'il y a des choses que je ne saurais plus faire, je vais avoir besoin de mandataires de justice, d'administrateurs judiciaires dont c'est le métier, et pendant un temps, il faut que je me repose, c'est-à-dire qu'il faut que le chef d'entreprise qui sait tout accepte dans cette période de ne pas savoir une partie, il va apprendre, et on voit qu'à la deuxième opération, les chefs d'entreprise du 4e type sont extrêmement efficaces pour une deuxième procédure si c'est nécessaire, et ce n'est pas du tout des effets d'aubaine, c'est simplement l'apprentissage de règles, de techniques et d'un environnement qui est différent. C'est ce darwinisme positif qui fait que cette faculté d'adaptation va être au service des difficultés et non pas une espèce de mur infranchissable parce qu'on n'a pas les mêmes outils pour franchir un mur comme celui qu'on décrit et pour aller conquérir un marché, pour faire une opération de croissance externe. Ce n'est pas le même logiciel qu'il faut faire fonctionner, même si sur le fond, il faut cette capacité à prendre des risques, les accepter, mettre en œuvre derrière les moyens pour les affronter. Mais dans ce cas particulier, il y a un contexte dont il faut tenir compte et c'est cela qui fait la différence entre l'échec et le succès ou la réussite. Micro. Oui, merci. Ton micro. Micro, Philippe. Voilà, tu peux. Merci Charles. J'avais pas vu le pop-up qui me disait que j'étais en sourdine. Nous avons une question pour Maître Caviglioli. Quels sont les points d'alerte des entreprises, donc d'un point de vue technique, je suppose que la question est posée, en passe de basculer en difficulté économique ou peut-être plus clairement en cessation des paiements? Le premier clignotant évident, c'est la trésorerie. Quand vos concours de campagne deviennent des découverts permanents, quand le banquier, à la réception de vos bilans, commence à vous parler de réduction des lignes de concours, vous êtes en difficulté ou dans des difficultés qui vont s'aggraver. Vous avez aussi parfois, surtout en ce moment, l'assureur crédit qui vous dit « je ne couvre plus vos clients » dans l'engagement qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Et si les clients sous assurance crédit représentent une part importante de votre chiffre d'affaires, vous pouvez être en grave difficulté car vous ne pouvez plus mobiliser votre compte client. Ce sont les clignotants les plus lointains. Après, les plus proches, c'est quand quand l'entreprise reçoit la lettre de dénonciation des concours avec un préavis de 60 jours pour rembourser les concours.
là, effectivement, il y a des difficultés. Donc, les premiers clignotants et les plus évidents, c'est forcément la trésorerie. Donc, c'est forcément votre banquier qui va vous les envoyer. On a une question ce qui est prévu pour traiter les problèmes des filières. Je ne sais pas si on peut y répondre, notamment sur le fait que l'entreprise en difficulté peut être confrontée elle-même au fait que ses clients sont eux-mêmes en difficulté, et que donc c'est toute une filière vous parliez d'aéronautique, hein, Oui. les compagnies aéronautiques sont en difficulté, donc forcément les constructeurs aéronautiques sont en difficulté, donc forcément les sous-traitants, et donc forcément les aléseurs, et donc forcément les gens qui fabriquent de la cabine. Bref, est-ce que vous pouvez répondre à cette question sur ce qui est prévu Alors, dans le cadre de filières complètes qui sont face à des difficultés économiques? jusqu'à maintenant, dans les différentes crises que nous avons vécues, la profondeur de la crise n'était pas aussi évidente et donc il n'y a pas eu systématiquement de la mise en place, je parle notamment dans le secteur de l'aéronautique ou de l'automobile, il n'y a pas eu systématiquement mise en place des aides à toute la filière. Là, par contre, nous sommes face à une prise de conscience que toute la filière va être impactée et il y a des plans spécifiques, par exemple dans l'aéronautique, qui vont être mis en place de soutien aux entreprises. Et ce soutien d'entreprise sera soit des subventions, soit des allégements de charges. Mais c'est une situation nouvelle. On attend encore les mesures. Elles ont été annoncées. On ne les a pas de façon précise sur le plan technique, à moins qu'Antoine, tu aies déjà dans d'autres filières vu d'autres. Non, ce qu'on sait, c'est que le gouvernement met en place des mesures sectorielles, comme le tourisme, comme certains Oui. secteurs d'activité, mais pour le moment, je crois qu'on est tous dans la même situation d'attente, puisqu'on sait que tant que les chars ne recommencent pas à courir, les dépôts de bilan sont retardés, les entreprises survivent, mais elles survivent. Et rien ne les pousse à prendre des décisions. Il est peu probable, sauf pour les plus importants, dont on voit d'ailleurs les noms dans les journaux, on ait beaucoup de modifications avant le début septembre, début octobre. C'est là que on va prendre la dimension de ce que seront les effets de la crise. Mais pour le moment, on ne peut que les craindre. Oui, nous, moi j'ai pu le constater sur différents dossiers. Malheureusement, ce n'est pas une bonne réponse sur la filière automobile. Parce qu'il y a un plan d'aide de 8 milliards d'euros qui a été donné pour la filière. Quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que c'est très, très déséquilibré, qu'il y a de gros acteurs français qui bénéficient majorité d'aide et que des sous-traitants qui sont sur des produits, en plus les aides sont orientées sur les énergies futures, donc beaucoup plus l'électrique, les sous-traitants automobiles qui fabriquent des pièces mécaniques, concrètement, une très, très faible part de l'aide de 8 milliards, 1,5 milliard à se répartir, alors que c'est la majorité des emplois qui sont, une grande partie en tout cas des emplois qui sont menacés dans le cadre de cette crise. J'espère que, comme vous le dites, Maître, à partir de septembre, où le gouvernement aura eu le temps de plus se poser sur la manière dont il souhaite soutenir l'économie, j'espère qu'en septembre, on aura des réponses plus précises, mais jusqu'à présent, le plan d'aide pour l'automobile a été plutôt déséquilibré sur la filière. Puis, il y a un point dont on ne parle pas aussi, dont on n'a pas évoqué ce soir, c'est le sort des aides au regard de la réglementation européenne. Et on se heurte souvent dans les aides qui sont accordées à une réponse liée au fait, attention, au niveau européen, ce type d'aide est considéré comme un soutien de l'État à certaines entreprises, donc on ne peut pas le mettre en place. Et là, on a une vraie difficulté. Alors maintenant, l'Europe est en train d'évoluer en raison de la crise, puisqu'elle est forcément mondiale, mais effectivement, je confirme vos propos, certaines entreprises, notamment les plus fragiles, se voient exclues du système parce qu'il y a quand même toujours, me semble-t-il, cette philosophie, il ne faut pas permettre au canard boiteux de vivre trop longtemps. Et très anglo-saxon comme approche de la difficulté d'entreprise. Et donc, on voit quand même qu'ils excluent les entreprises les plus fragiles, les fameux canards boiteux, de toutes ces aides-là et la taille aussi des entreprises.
rend très difficile de trouver une aide sectorielle vraiment adaptée. Merci, maître. Il y avait une question, technique, mais avant de la prendre, vous trouverez donc le lien pour télécharger le guide du retournement qui a été rédigé. Et je voudrais associer au remerciement que j'ai fait tout à l'heure l'équipe de 400 Partners, et notamment Fanny Neveu et Noah Bensadoun pour leur patience, notamment dans la conception et la relecture du guide. Il y avait une question technique suite à l'intervention de Camille sur le service compétent de la directe. Alors, je ne sais pas si la question concernait le plan de sauvegarde de l'emploi. Si la question concerne le plan de sauvegarde de l'emploi, c'est aujourd'hui une plateforme dématérialisée sur laquelle il faut déposer son PSE. Et l'homologation ou la validation, ça dépend s'il s'agit d'une décision unilatérale ou pas de l'entreprise, ou d'un accord. C'est donné par l'autorité administrative, donc par le direct ou la personne déléguée par le direct. Si maintenant c'est une question plus technique, il faudra soit revenir vers Camille hors conférence, soit vers moi, je veux bien y répondre. Il y avait une dernière question, je propose que ça soit la dernière, sauf si jamais quelqu'un voulait intervenir. Qui est, on parle beaucoup du chef d'entreprise et peu de ses équipes de management. Les problèmes ne viennent pas souvent de la concentration des pouvoirs sur la tête du chef d'entreprise. La délégation n'est-elle pas un élément clé de la réussite du retournement? Est-ce que tu veux bien répondre, Charles, et te laisser le mot de la fin? Et j'ai un petit message pour me dire, bien sûr, qu'on remercie GAPS pour les dessins qui ont été apportés à ce document qui est le guide du retournement. Charles, on te laisse la parole sur ce sujet. Je vais être assez simple et assez rapide. Moi, je pense qu'une des clés du succès, compte tenu on est dans un environnement qui est incertain, qui est changeant et qui va continuer d'évoluer très rapidement. C'est-à-dire qu'on a des modèles économiques aujourd'hui, la durée de vie d'un modèle économique aujourd'hui, ça peut être 18 mois. Donc, ça suppose une très, très grande réactivité, ça suppose une très grande flexibilité, ça suppose des capacités d'adaptation assez importantes. Alors, pour revenir à la question, moi, je pense que une des clés du succès, c'en est une, il y en a d'autres, mais c'est le retour au collectif. Et ça passera par l'intelligence collective. Et les solutions émergeront de l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité, à ce moment-là, à fédérer ses équipes autour d'un projet. Et on en revient à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, à leur donner du sens et à faire envie qu'ils aient envie de se battre aussi avec nous. Donc, je pense que si on devait répondre très, très rapidement, effectivement, c'est un retour à l'humain. Mais je ne parle pas de bienveillance, parce que là, on rentre dans d'autres sphères qui ne sont pas forcément très intéressantes et qui ont été beaucoup galvaudées. Non, c'est véritablement avoir envie de fédérer autour d'un projet, de faire monter vos équipes avec vous. Et donc, ça passera par, je pense, un retour au collectif. Et c'est la seule réponse que, si on devait apporter une réponse ferme et rapide pour conclure, je conclurai là-dessus. Merci, Charles. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'en finir là, ou s'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, on vous donnera la parole. Pas de questions? Bon, merci à tous. Merci à tous, bonne soirée, merci pour votre temps. Merci d'avoir été là et n'hésitez pas à solliciter les managers de 400 Partners pour aider vos entreprises dans ces périodes difficiles à pérenniser leur action. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Poum.